Comme de nombreux autres dans ma situation, je me déplaçais beaucoup au cours des quelques années qui suivirent, trouvant du travail où je pouvais. Je dois avoir nettoyé la moitié des toilettes de l'État. J'appartenais à une nouvelle sous-classe, qui n'était plus déterminée ni par le statut social, ni par la couleur de la peau. Bienvenue à Gattaca, messieurs. Non. Nous avons maintenant fait de la discrimination une science. Voilà votre matériel de nettoyage. Commencez devant, nettoyez jusqu'au fond. Et je veux que le sol soit si brillant que je puisse me voir dedans. Et vous, votre majesté, vous rêvez de l'espace? Viens par ici. Commence par nettoyer cet espace-là. Jamais je ne m'étais senti plus éloigné de mon objectif que lorsque je me tenais juste à côté. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement des embryons. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs. Il était sur le point de dire « futurs administrateurs mondiaux », mais se reprenant, il dit « futurs directeurs de l'incubation ». Plus la caste est basse, dit Mr. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau. Ensuite, le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, des monstres sans yeux. La dystopie d'Aldous Huxley présente un pouvoir totalitaire qui, s'étant approprié les biotechnologies, produit les êtres humains sur un modèle industriel. Les clones sont parfaitement conçus et conditionnés pour prendre leur place dans une société mère qui leur garantit l'adaptation totale, le bonheur par l'absence de désir insatisfait. Le récent film Bienvenue à Gattaca en est une pâle adaptation cinématographique, très édulcorée. La fidélité au roman paraîtrait sans doute trop crue. Les progrès des connaissances en génétique font à présent résonner singulièrement les idées d'Huxley et posent la terrible question: le meilleur des mondes serait-il techniquement et moralement envisageable aujourd'hui? Parmi les successeurs d'Huxley qui ont prolongé sa réflexion, on trouve ceux qui osent poser la question, comme le philosophe allemand Peter Sloterdijk, et ceux qui osent y répondre. On en revient inexorablement à la définition de l'homme. Axel Kahn, généticien et membre du Comité national de bioéthique. J'ai lu Le meilleur des mondes bien avant d'être préoccupé par l'éthique dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Je l'ai lu, je devais avoir 15 ou 16 ans. Mon père, philosophe, avait attiré mon attention sur 2 livres essentiels pour lui et qui présentaient 2 aspects du totalitarisme, qui était d'une part Le meilleur des mondes, The Brave New World d'Aldous Huxley, et d'autre part 1984 de George Orwell. Je ne suis pas sûr qu'à cet âge-là, j'ai vu toute l'horreur de la situation et du monde qu'il nous dépeignait. Je crois que c'est beaucoup plus l'aspect roman de science-fiction qui m'a étonné, beaucoup plus que cette vision d'un univers dont la noirceur est définie tout simplement parce que il refuse la diversité. L'ennemi est la diversité est source de l'interrogation, l'interrogation est source de la contestation est source de la difficulté, il faut le supprimer en faisant des êtres tous identiques, adaptés à leurs tâches. Mais cela, je l'ai vu des décennies après. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la grande caractéristique réellement de la société de l'utopie d'Aldous Huxley est une société qui est soumise à un déterminisme absolu. Ce déterminisme, aujourd'hui, on dirait qu'il est génétique.
Je pense d'ailleurs que quelque part, Aldous Huxley fait partie de la grande tradition des Huxley, des biologistes, hommes de lettres, très très férus du darwinisme et de sa version galtonienne, c'est-à-dire sa version eugéniste. La notion du déterminisme est quelque chose d'extraordinairement fort. Donc ici, les êtres sont déterminés par les conditions de leur fabrication biologique, probablement on dirait aujourd'hui par l'impression d'un programme génétique auquel ils sont de manière déterminée totalement soumis, et ils ne peuvent imaginer faire autre chose que l'exécution de ce programme. En d'autres termes, il y a dans l'exécution de ce programme un point qui lui n'est pas programmé, c'est le désir de liberté. Aucun de ces êtres, depuis les alphas jusqu'aux epsilon, n'est programmé pour avoir le désir de liberté. Il est programmé pour faire parfaitement ce pourquoi il a été conçu. Yves Michaud, quand on relit Aldous Huxley en 2002, on a vraiment ce questionnement de savoir si il serait possible aujourd'hui de vivre ce meilleur des mondes. Je crois que c'est pas tellement si ce serait possible, c'est que d'une certaine manière, on va le vivre, ce meilleur des mondes. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai relu le livre récemment, c'est que on aura à affronter, je dirais, le même type de problème. On leur donnera pas forcément ni la même solution, ni nous les vivrons de la même manière, mais on aura à affronter les mêmes types de problèmes. Alors, je donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé dans le livre, c'est qu'à partir du moment où il y a une sorte d'engineering de la vie et un eugénisme, comme ça va probablement être notre cas, et c'est à mon avis aussi déjà notre cas, à ce moment-là, ça pose le problème d'avoir des coexistences de catégories humaines différentes selon justement les capacités des individus. Si vous avez la possibilité, par exemple, de choisir d'avoir vos enfants intelligents, beaux, génétiquement ayant certaines prédispositions, par exemple, forcément, ça crée des catégories hommes d'un certain type et puis, sans dire sous-hommes, hommes d'un autre type. Aldous Huxley a poussé encore plus loin cette logique-là en posant dans le fondement biologique des êtres humains les catégories de classe sociale. C'est-à-dire il a transposé vraiment la structure de la société dans la fabrication même des êtres humains. Oui, parce qu'effectivement, dans les années 30, la question des classes sociales appréhendée notamment d'un point de vue encore marxiste ou même d'un point de vue nazi, puisqu'il y avait aussi des travailleurs et des dirigeants, par exemple, dans la représentation nazie de la société. Je veux dire, Huxley a effectivement réintroduit les classes sociales, disons, biologisé en quelque sorte les classes sociales. Mais ça, c'est, je dirais, l'application des paradigmes de la pensée sociale de l'époque, ou des pensées sociales héritées, par exemple, de Marx, dans le contexte de Huxley. Mais on aurait plus ou moins la même chose, nous, sans forcément introduire le paradigme des classes sociales. Parce que, par exemple, imaginons, et à mon sens, c'est déjà le cas, imaginons des gens qui se sélectionnent pour être des sportifs. Forcément, vous créez une catégorie, peut-être pas une classe sociale, mais un groupe qui est le groupe des sportifs, le groupe de surhommes sportifs. Et donc, vous avez à l'intérieur de la société, biologiquement, une catégorie identifiable qui est le groupe des super sportifs. C'est d'ores et déjà le cas. Je veux dire, il y a pratiquement, aussi bien à cause de l'entraînement qu'à cause des traitements médicaux et notamment du dopage, aujourd'hui les sportifs de haute compétition ne sont pas des hommes normaux. Donc ils sont déjà des surhommes au sein de notre société, ils forment une catégorie, et on peut imaginer que les choses non seulement vont se poursuivre, mais qu'elles vont empirer. Installez les livres, dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés. Une rangée d'in-quarto enfantins, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. À présent, faites entrer les enfants. Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines,
touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés, puis... « Observez bien, dit-il. » Et levant la main, il donna le signal. L'infirmière chef qui se tenait à côté du tableau de commande électrique, à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante. Une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leur visage était distordu de terreur. « Et maintenant, cria le directeur, car le bruit était assourdissant, maintenant nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. » Alors on sait qu'Aldous Huxley vient d'une famille de biologistes, mais on se demande quand même comment en 1932 il a pu imaginer un tel degré de sophistication dans les manipulations génétiques et comment aujourd'hui, dès que le grand public a connaissance d'une brebis clonée ou de progrès scientifiques spectaculaires, disons pas forcément scientifiquement révolutionnaires, la manière dont les journalistes convoquent le meilleur des mondes. Je crois que du temps d'Aldous Huxley, il y avait deux éléments forts qui, j'imagine, doivent être les fondements sur lesquels il a bâti The Brave New World. Le premier est la familiarité qui est sienne au déterminisme biologique. Il est darwinien et intantiné, on dirait aujourd'hui, mais c'est évidemment un anachronisme parce que le mot n'avait pas été inventé, sociobiologiste. D'autre part, il connaît la montée en puissance, c'est avant, certes, l'hitlérisme, mais il connaît le communisme, il connaît les grands mouvements qui sont des mouvements de clonage des esprits, le clonage des idéologies. Et il est en train d'imaginer un système où on complète, en quelque sorte, cet assujettissement par le déterminisme idéologique des êtres, en apprenant à maîtriser également le déterminisme des corps. Et en fait, il y a un pas en avant par rapport à ce qu'il constate, très probablement, ce qu'il imagine, qui est l'endoctrinement intellectuel. Et cette fois-ci, cet endoctrinement intellectuel est poussé jusqu'à son terme, et afin de n'être absolument pas menacé par une remise en question, les êtres n'ont plus physiquement, n'ont plus matériellement la possibilité d'échapper à cet endoctrinement. Ce qui est là uniquement le résultat d'une manipulation intellectuelle, psychologique, devient ici un déterminisme biologique. Voilà un peu, si vous voulez, je crois, le contexte dans lequel, en 1932, où on voit tout de même ces grands mouvements qui sont les grandes idéologies du moment, dans lequel Aldous Huxley, très féru de biologie, a imaginé cela. Quand même, Aldous Huxley va jusqu'à affaiblir volontairement les embryons des classes sociales qui sont destinés à rester inférieures d'après lui. Et comme les progrès génétiques actuellement sont quand même assez stupéfiants, on n'a tout de même pas encore trouvé de gène de la morale. Et quels sont les garde-fous aujourd'hui contre ce type de cauchemar standardisé? À mon avis, il n'y en a pas. À mon avis, il n'y en a pas. Je vais vous inquiéter beaucoup. D'abord parce que c'est ce que je viens d'essayer de montrer et ce que je vais continuer à montrer dans les ouvrages qui vont suivre. C'est que premièrement, effectivement, on commence à être dans une société d'eugénisme et dans des sociétés qui sont très marquées par les biotechnologies. Et on n'arrêtera pas ce progrès-là. L'eugénisme, il est déjà en place. C'est plus un eugénisme d'État. C'est ce qui change complètement de la situation huxleyenne, si on peut dire, mais c'est un eugénisme privé. Les gens qui sont spécialistes de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on confie au couple et au milieu médical qui l'assiste la responsabilité, en fait, de faire la sélection eugénique. Et d'une certaine manière, à la fois, c'est inquiétant à réfléchir, mais d'un autre côté, c'est humainement difficilement contournable, parce que on ne voit pas pourquoi, alors qu'il est possible d'avoir des enfants en bon sein et en bonne santé, on laisserait au hasard le soin de décider d'avoir des enfants trisomiques, ou des enfants ayant des handicaps lourds, etc.